Bonjour, toujours avec la partie électromagnétisme, on va voir dans cette 31e vidéo les lois locales de la magnétostatique, notamment les lois locales qui expriment la conservation du flux magnétique et le théorème d'Ampère. On verra ensuite ce qu'on appelle potentiel vecteur et on étudiera ses propriétés. On fera quelques exemples d'application et quelques exercices. Bismillahirrahmanirrahim. Toujours avec la partie électromagnétisme, on va continuer avec le chapitre 5, loi locale de la magnétostatique et potentiel vecteur. On commence par petit 1, conservation du flux magnétique. On va considérer une surface fermée grand S au voisinage d'un fil rectiligne parcouru par un courant grand I. Voici le fil infini parcouru par I et voici la surface fermée S. C'est une surface imaginaire comme celle qu'on a utilisée lorsqu'on a vu le théorème de Gauss. On avait vu que le champ magnétique créé par ce fil infini parcouru par le courant grand I, les lignes de champ sont des cercles situés dans un plan perpendiculaire au fil. Donc certaines des lignes de champ traversent cette surface fermée. Elles rentrent d'un côté et sortent de l'autre côté. Et on va calculer le flux du champ magnétique à travers la surface fermée grand S. Soit alors un tube de champ qui traverse grand S. Voici ce tube de champ. Il est constitué d'un ensemble de lignes de champ qui constitue ce qu'on appelle un tore. On peut l'imaginer comme une chambre à air d'un pneu de bicyclette par exemple. Notez que le flux à travers n'importe quelle section de ce tube de champ est le même. C'est-à-dire que le flux est conservé le long du champ, parce que le champ magnétique est le même partout, et le ds est le même, il change simplement de direction. Mais pour le flux à travers la surface fermée S, le ds est dirigé vers l'extérieur de S. Donc à l'entrée S1, le ds est dirigé dans ce sens, donc l'angle entre B et ds est supérieur à pi sur 2. Par contre, à la sortie qu'on a noté ici, S2, le ds est dirigé dans ce sens, donc l'angle entre B et ds est inférieur à pi sur 2. Ce qui fait que à l'entrée S1, le produit scalaire BDS est inférieur à 0. Par contre, à la sortie, le B scalaire DS est supérieur à 0. Le flux de B à l'entrée a un signe opposé au flux de B à la sortie. En valeur absolue, ils sont les mêmes, puisque le flux est conservé le long d'un tube de champ. Par contre, ils ont des signes opposés parce que le ds est toujours dirigé vers l'extérieur pour la surface S. Le volume V entouré par la surface S peut être décomposé en une somme de portions de tubes de champ. Et comme le flux de B est conservé le long d'un tube de champ, on aura alors la somme de BDS à travers la surface fermée S est égale à 0. Parce que d'un côté, il est négatif et de l'autre côté, il est positif. Ils vont s'annuler mutuellement. Ceci étant vrai pour n'importe quel type de champ qui traverse la surface fermée S. Notez finalement que ce résultat est général. Là, on l'a fait pour le fil infini, mais il est vrai pour n'importe quelle situation, n'importe quel champ magnétique. Parce que les lignes de champ d'un champ magnétique sont toujours des lignes fermées. Bien sûr, ici, ce n'est pas une démonstration de cette propriété du champ magnétique. J'ai simplement voulu vous montrer comment vous pouvez l'imaginer. Voici donc cette propriété importante du champ magnétique. Le flux de B à travers toute surface fermée est nul. C'est-à-dire que l'intégrale double à travers n'importe quelle surface fermée de BDS est égale à 0. Et ceci, quelle que soit la surface fermée S. On dit alors que le champ magnétique B est à flux conservatif. Cette propriété est exprimée ici de façon intégrale. On va en déduire une loi locale grâce au théorème de Strogatsky. Pour cela, on va considérer une surface fermée grand S qui englobe un certain volume V. Les vecteurs ds dans cette intégrale étant dirigés toujours vers l'extérieur de la surface fermée S. Alors, ce théorème de Strogatsky dit que l'intégrale double de BDS à travers la surface fermée S est égale à l'intégrale triple de la divergence de B d'étau à travers le volume V englobé par la surface fermée grand S. Puisque cette intégrale double est égale à 0, donc l'intégrale triple de la divergence de B d'étau est égale à 0. Et ceci, quel que soit le volume V. On en déduit alors la loi locale
vérifié toujours par le champ magnétique B, la divergence de B en un point M quelconque de l'espace est égale à 0. Cette loi locale constitue une équation de Maxwell qu'on va reprendre par la suite. On passe maintenant à petit 2, le théorème d'Ampère local. Je vous rappelle d'abord le théorème d'Ampère intégral. L'intégrale de B dl sur le contour C fermé est égale à mu0 I enlacé. Soit S une surface qui s'appuie sur le contour C. Voici la surface grand S. Notez que ce n'est pas une surface fermée. Et on avait dit que le courant enlacé, IE, c'est le courant qui traverse cette surface. Donc le courant enlacé IE, c'est le flux de J à travers cette surface S. Le ds qui figure dans cette intégrale, il est toujours normal à la surface S et son sens est lié à l'orientation de C. On trouve le sens en utilisant la main droite, comme on l'avait vu dans la dernière vidéo. Ici, avec cette orientation, le ds est dirigé vers le haut. Si jamais on inverse l'orientation de C, le ds va être dirigé vers le bas. On va appliquer maintenant le théorème de Stokes. Ce théorème dit que la circulation d'un champ quelconque, ici il s'agit du champ magnétique B, sur le contour C fermé, orienté, est égale à l'intégrale double sur la surface qui s'appuie sur C, de rotationnel de ce champ, ici rotationnel de B, multiplié scalairement par ds. On va maintenant remplacer dans le théorème d'Ampère intégral la circulation de B par le flux de rotationnel de B et le IE par le flux de J. On obtient alors l'intégrale double sur la surface S rotationnelle de B ds est égale à l'intégrale double de mu0 J ds. On a introduit le mu0 à l'intérieur de cette intégrale parce que le mu0 est une constante. Cette relation étant vraie, quelle que soit la surface S qui s'appuie sur le contour C, ce qui fait que le coefficient de ds qui est rotationnel de B dans cette intégrale doit être égal au coefficient de ds dans cette deuxième intégrale qui est mu0 J. On obtient alors la loi locale suivante, rotationnelle de B de M est égale à mu0 J de M en un point M quelconque de l'espace. Cette équation s'appelle l'équation de Maxwell-Ampère en régime statique. On peut l'appeler aussi, c'est le théorème d'Ampère local. En régime variable, cette équation va être modifiée en ajoutant un autre terme. On va maintenant faire une application de cette loi locale. On va revenir au cylindre infini parcouru par J uniforme. Voici le cylindre qu'on a déjà travaillé avec J uniforme et dirigé dans le sens de l'axe OZ. On avait vu qu'en utilisant les propriétés de symétrie et les invariances, on trouve que B de M en un point M quelconque de l'espace, c'est B de R Eθ. On a donc une seule composante suivant Eθ qu'on note Bθ, c'est une fonction de R. Par contre, les composantes suivant ER et suivant EZ sont nulles, donc BR est égal à BZ est égal à 0. Et ceci bien sûr en coordonnées cylindriques. On va maintenant calculer le rotationnel de B. Selon le formulaire que je vous donne dans la description, la formule en coordonnées cylindriques pour calculer le rotationnel est la suivante. On met d'abord le 1 sur R, on met ici les composantes ER, ici c'est R Eθ et là c'est EZ. Là on met les dérivés par rapport à R, par rapport à θ, par rapport à Z. Et là on met les composantes BR, RBθ et BZ. Pour simplifier le calcul de ce déterminant, on peut remplacer tout de suite le BR et le BZ par 0. Mais comme c'est la première fois qu'on utilise cette formule, je vais les laisser et on va les remplacer par la suite. Alors comment on fait le calcul de ce déterminant? On barre la première ligne et la première colonne. L'intersection de ces deux lignes c'est ER, donc on calcule la première composante, suivant ER. On met d'abord le 1 sur R en facteur. On va calculer le déterminant de ce qui n'est pas barré. On obtient donc la dérivée de BZ par rapport à θ, moins la dérivée de RBθ par rapport à Z. Pour la deuxième composante, la première ligne est toujours barrée. On barre maintenant la deuxième colonne et on ajoute un signe moins. Comme l'intersection c'est R Eθ, on va mettre moins R en facteur et on calcule le déterminant de ce qui va rester. C'est donc la dérivée de BZ par rapport à R,
moins la dérivée de BR par rapport à Z. Pour la troisième composante, on barre toujours la première ligne et on barre maintenant la troisième colonne. On va donc maintenant calculer la composante suivant EZ, qui est l'intersection de ces deux lignes. On calcule le déterminant, ce qui va rester ici. Donc c'est la dérivée de R bθ par rapport à R, moins la dérivée de BR par rapport à θ. On va maintenant remplacer le BR et le BZ par 0. Cette deuxième ligne va s'annuler. Ce terme-là est lui aussi nul, même si bθ est non nul, parce que c'est la dérivée par rapport à z d'une fonction de R. Il ne reste alors que ce terme-là. Et on obtient alors 0, 0, 1 sur R qu'on a introduit ici, la dérivée de R, B de R par rapport à R. D'après le théorème d'Ampère local, rotationnel de B doit être égal à mu 0 J. Le rotationnel est porté par EZ et J lui aussi est porté par EZ. On obtient donc l'équation différentielle. Pour R inférieur à R, ce petit r, on le met de l'autre côté et on intègre par rapport à R. La primitive de R, c'est R carré sur 2 et on obtient alors R B de R est égal à 1 demi mu 0 J R carré plus une constante d'intégration. On divise le tout par R et on obtient alors B de R est égal à 1 demi mu 0 J fois R plus C sur R. Pour trouver la constante C, on va faire tendre R vers 0. On a le droit puisque on est situé pour R inférieur à grand R. Si C est différent de 0, le B va tendre vers l'infini, ce qui n'est pas possible puisqu'il s'agit d'une distribution volumique. Donc le B est défini en tout point de l'espace. On doit donc prendre C est égal à 0, puisque le B doit rester fini lorsque R tend vers 0. Et on obtient alors B de R inférieur à grand R est égal à 1 demi mu 0 J fois R porté par Eθ, puisque ce champ magnétique est porté par Eθ. On remarque ici que lorsque R tend vers 0, le B va s'annuler. Et c'est normal parce que, d'après les propriétés de symétrie, tout plan contenant l'axe OZ est un plan de symétrie pour cette distribution de courant. Donc les points pour lesquels petit r est égal à 0, c'est-à-dire les points de l'axe OZ, ces points appartiennent à une infinité de plans de symétrie qui sont différents. Et puisque le champ en un point d'un plan de symétrie doit être normal à ce plan, le champ pour r est égal à 0, il ne peut être que nul, parce que seul le vecteur nul appartient à tous les plans. Maintenant, pour R supérieur à grand R, le J est nul à l'extérieur du cylindre, donc le rotationnel de B doit être nul, d'après le théorème d'Ampère local. Et donc on doit avoir 1 sur R, la dérivée de R B de R par rapport à R est égale à 0. Donc cette dérivée doit être égale à 0. Et en intégrant, on trouve alors R B de R est égal à une constante, qu'on note ici aussi grand C. Donc le B de R est de la forme grand C sur R. Pour trouver cette nouvelle constante, on doit utiliser les propriétés de continuité. On doit avoir continuité de B en petit r est égal à grand R, puisqu'il s'agit d'une distribution volumique. Parce qu'on avait vu que le champ magnétique ne peut subir de discontinuité que pour une distribution surfacique de courant. On obtient alors C sur R, d'après cette expression-là, est égal à 1 demi mu 0 J fois grand R, d'après l'expression précédente qu'on avait trouvée pour R inférieur à R. Et donc on obtient C est égal à 1 demi mu 0 J fois R carré. Et en remplaçant C dans cette expression-là, on obtient finalement B de R supérieur à grand R est égal à 1 demi mu 0 J R carré sur petit r. Voilà donc on retrouve les mêmes expressions qu'on avait trouvées en utilisant le théorème d'Ampère intégral. Une remarque, en appliquant le théorème d'Ampère intégral au contour C suivant, qui est un secteur d'angle θ et qui est situé entre deux arcs pour R et pour R plus dr, avec dr un infiniment petit. Ici, le schéma est fait dans un plan perpendiculaire à l'axe OZ. On voit donc l'axe OZ qui est sortant et le J qui est sortant lui aussi. La circulation du champ magnétique le long de ce contour C, puisque B est porté par Eθ, donc le dl est parallèle à B. Et de même sens, pour R plus dr. Donc c'est la longueur de cet arc qui est égale à R plus dr fois θ, multiplié par le champ en R plus dr. Par contre, pour l'autre côté situé en R, le dl est dirigé dans le sens opposé de B. Et on obtient donc moins
R fois θ, qui est la longueur de cet arc, multiplié par B de R, parce que pour tous ces points, la distance à l'axe, c'est petit r. Pour ces côtés, le DL est porté par ER, alors que B est porté par Eθ. Ils sont alors perpendiculaires et leur produit scalaire est nul. Donc la circulation sur ces deux côtés est nulle. Cette circulation va être égale à mu0 I enlacé. Le courant enlacé, c'est le courant qui traverse cette surface-là. Il est donc égal à J, puisqu'il est uniforme, multiplié par cette surface. Cette surface, puisque le dr est infiniment petit, elle va être égale à la surface d'un rectangle, dont la longueur c'est rθ et la largeur c'est dr. Le θ se simplifie parce qu'il existe partout. Le dr, on le met de l'autre côté. On obtient donc r plus dr multiplié par b de r plus dr moins rb de r. Le tout sur dr est égal à ce qui reste ici, c'est-à-dire mu0 j fois r. Là, on a la forme f de r plus dr moins f de r sur dr. Avec f de r, c'est r fois b de r. On obtient donc la dérivée de r b de r par rapport à r est égale à mu0 j fois r. Remarquez qu'on trouve alors la même équation différentielle de tout à l'heure. En mettant le petit r de l'autre côté, donc 1 sur r multiplié par la dérivée de r b de r par rapport à r est égal à mu0 j, puisqu'on est situé ici à l'intérieur du cylindre. Si jamais ce secteur est situé à l'extérieur, c'est-à-dire pour petit r supérieur à grand R, on doit trouver 0 puisque le I enlacé est égal à 0. On obtient alors sa dérivée est égale à 0, qui est la même équation qu'on a utilisée ici. On vient donc de voir une nouvelle technique pour trouver une équation différentielle. On passe maintenant à petit 3, potentiel vecteur. On va d'abord le définir. Pour les champs vectoriels et les fonctions scalaires, on a les formules suivantes. La première formule, quelle que soit la fonction scalaire f, le rotationnel du gradient de f est égal à vecteur nul. C'est-à-dire la rotation d'un gradient est toujours nulle. La deuxième formule, quel que soit le champ vectoriel x, la divergence de rotationnel de x est égale à 0. C'est-à-dire la divergence d'un rotationnel est toujours nulle. Ces formules avec d'autres, vous allez les trouver dans le formulaire que je vais vous laisser dans la description de la vidéo. En électrostatique, on avait vu la loi rotationnelle de E est égal à vecteur nul. Or, d'après cette formule, donc le champ électrostatique E est un champ de gradient. C'est pour cela que, d'après cette loi, il existe une fonction scalaire V telle que le E est égal à moins grade V. C'est ce qu'on avait appelé potentiel électrostatique. Ici, on l'appelle potentiel scalaire, pour faire la distinction avec le potentiel vecteur. Donc, grâce à cette loi locale rotationnelle de E est égal à vecteur nul, que l'on prouve que le champ électrostatique s'écrit sous la forme d'un gradient. Alors, de même, en magnétostatique, on vient de voir la loi locale div de B est égal à 0. Et puisque la divergence d'un rotationnel est toujours nulle, on peut en déduire alors que le champ magnétique B est un champ de rotationnel. Il existe donc un champ vectoriel qu'on note grand A, tel que le B est égal au rotationnel de A. Alors ce champ vectoriel A, on l'appelle potentiel vecteur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on définit le potentiel vecteur A. Pour simplifier une équation au potentiel qu'on va voir après, on impose au potentiel vecteur A de satisfaire la condition suivante, divergence de A est égale à 0. Cette condition est dite jauge de Coulomb. On verra qu'en régime variable, cette jauge va changer. Elle va devenir jauge de Lorentz. Comme pour le potentiel scalaire V, A n'est pas défini de façon unique. Il est défini à une constante additive près. C'est pour cela qu'on peut choisir une référence pour A, comme on l'avait fait pour le potentiel scalaire V. Les propriétés de symétrie de A ressemblent à celles de E. Alors, tous les vecteurs dont les propriétés de symétrie ressemblent à celles de E, on les appelle vecteurs polaires. Je vous rappelle ces propriétés de symétrie. A est symétrique par rapport à un plan de symétrie, antisymétrique par rapport à un plan d'antisymétrie. D'où le A est contenu dans le plan de symétrie et il est normal au plan d'antisymétrie. On va voir maintenant ce qu'on appelle équation au potentiel. D'abord, on a la formule suivante que vous allez trouver dans le formulaire que je vais vous laisser en bas de la vidéo.
rotationnel de x est égal au gradient de la divergence de x moins le Laplacien de x. Ici, il s'agit du Laplacien vectoriel. On vient de voir l'équation d'ampère local rotationnel de B est égal à mu 0 J. Et on vient de voir aussi la définition de A, B est égal à rot A. On peut remplacer B par rotationnel de A et on tombe sur cette formule-là. Rot de rot A est égal à mu 0 J. On obtient alors gradient de la divergence de A moins le Laplacien vectoriel de A est égal à mu 0 J. Or, on vient de voir la jauge de Coulomb div de A est égal à 0, donc ce terme va disparaître et il reste alors l'équation au potentiel delta A est égal à moins mu 0 J. Remarquez que cette équation est analogue à l'équation de Poisson. Delta V est égal à moins ρ sur epsilon 0. Bien sûr, dans une zone où il n'y a pas de courant, c'est-à-dire J est égal à 0, on obtient delta A est égal à 0. Équation qui serait alors analogue à celle de Laplace. Delta V est égal à 0. On montre que la solution de cette équation pour une distribution volumique telle que celle-ci par exemple, le potentiel vecteur créé au point M par cette distribution volumique de courant est donné par la formule suivante. A de M est égal à mu 0 sur 4pi, l'intégrale triple sur tout le volume V où il y a le courant, de J de P d'étau sur RPM, plus une constante. Au cours de cette intégration, le point M étant fixé, c'est le point P qui va décrire toute la distribution volumique de courant. On a ici plus constante parce qu'on vient de voir que le potentiel vecteur est défini à une constante près. Dans le cas où on prend cette constante nulle, c'est qu'on a choisi le potentiel nul à l'infini. Dans cette expression, on voit ici J de P d'étau, c'est un élément de courant qu'on avait noté DC. Donc dans le cas où la distribution est une distribution filiforme de courant, tel que ce fil par exemple parcouru par le courant I, le DC serait alors I de L. Et on intègre surtout le fil qu'on a noté ici L. Et donc s'il s'agit aussi d'une distribution surfacique, on doit mettre ici JS ds. Et on intègre sur toute la surface parcourue par le courant surfacique JS. On va maintenant calculer la circulation de A sur un contour C fermé, orienté, sur lequel on a placé une surface S. Donc cette surface S s'appuie sur le contour C. On va donc appliquer le théorème de Stokes. Donc d'après ce théorème, la circulation de A sur le contour fermé C est égale à l'intégrale double sur la surface S du rotationnel de A ds. Or, d'après la définition de A, le rotationnel de A, c'est B. Donc la circulation de A sur le contour fermé C est égale au flux de B à travers la surface S qui s'appuie sur le contour C. Bien sûr, ds est orienté selon l'orientation qu'on a choisie pour C en utilisant la main droite. On en déduit alors que la circulation de A, c'est le flux de B. On va maintenant faire une application de calcul de A et on va revenir au cylindre infini parcouru par J uniforme. Voici le cylindre infini parcouru par J uniforme selon l'axe OZ et on va utiliser les coordonnées cylindriques. Le but c'est de calculer A au point M d'après l'expression qu'on avait calculée pour le champ magnétique B. On va chercher d'abord la direction du vecteur A au point M en utilisant les propriétés de symétrie. Le plan qui passe par M est perpendiculaire à l'axe OZ est un plan d'antisymétrie. C'est le plan qui passe par M et qui contient les vecteurs unitaires ER et Eθ. Voici ce plan. C'est un plan d'antisymétrie parce que si on prend deux points symétriques P et P' par rapport à ce plan, puisque le J est uniforme, donc le J est le même en P et en P', et on voit bien que J en P et J en P' ne sont pas symétriques. Ils sont antisymétriques parce que si on prend moins J en P', c'est lui qui est symétrique de J en P. Le potentiel vecteur en M doit être perpendiculaire à ce plan. A de M est donc porté par EZ. Pour les invariances, on avait vu qu'on a invariance de la distribution J par translation selon OZ et par rotation par rapport à l'axe OZ.
Donc le A de M ne dépend ni de θ ni de Z. Il ne dépend alors que de R et il est porté par EZ. On va maintenant calculer le rotationnel de A d'après le formulaire des champs vectoriels. Le rotationnel de A, c'est 1 sur R. On écrit ici ER, R Eθ, EZ. Ici, les dérivés par rapport à R, par rapport à θ et par rapport à Z. Et puisque le A est porté par EZ, il n'a qu'une composante suivant EZ. Les autres composantes suivant Eθ et suivant ER sont nulles. Alors, je vous ai montré comment on calcule ce déterminant. On barre la première ligne et la première colonne. Il va rester donc la dérivée de A de R par rapport à θ, qui est nulle, puisque le A ne dépend que de R, ne dépend pas de θ, moins la dérivée de 0 par rapport à Z, qui est nulle. Donc la première composante suivant ER est nulle. La deuxième composante suivant Eθ, on barre la deuxième colonne et la première ligne. Il ne faut donc pas oublier de multiplier par petit r, et on doit rajouter un signe moins. Donc ça va être moins la dérivée de A de R par rapport à R, plus la dérivée de 0 par rapport à Z, qui est nulle. Pour la troisième composante, on barre la dernière colonne, et elle va rester, puisqu'on a ici 0, 0, elle va être nulle. On obtient donc 1 sur R, qui est ce 1 sur R là, multiplié par moins des rangs A de R par rapport à R, multiplié par R Eθ, puisqu'on a ici R Eθ. Le R va se simplifier, et on obtient alors moins d de A sur dr Eθ. On peut utiliser une dérivée droite parce que le A ne dépend que de R. On avait vu que B, c'est une fonction de R portée par Eθ. On obtient alors l'équation différentielle. D de A sur dr est égal à moins B de R. On va maintenant distinguer les cas R inférieur à R et R supérieur à grand R. Pour le premier cas, R inférieur à grand R, c'est-à-dire à l'intérieur du cylindre, on avait calculé B de R est égal à 1 demi mu 0 J fois R. On doit intégrer une fois par rapport à R. La primitive de R, c'est R carré sur 2. On obtient donc A de R est égal à moins 1 quart mu 0 J fois R carré. On a annulé la constante d'intégration parce qu'on a choisi A de 0 est égal à 0. C'est le choix le plus commode pour annuler cette constante. Maintenant, pour R supérieur ou égal à grand R, le d de A sur dr va être égal à moins 1 demi mu 0 J grand R carré sur petit r. On doit intégrer la primitive de 1 sur R, c'est log népérien de R. On obtient donc A de R est égal à moins 1 demi mu 0 J R carré, log népérien de R plus une constante d'intégration. Pour trouver cette constante, maintenant c'est la continuité de A en petit r est égal à grand R qui va définir cette constante-là. J'ai oublié de vous dire que le A est toujours continu comme le potentiel V. Quel que soit le type de la distribution, on doit alors écrire que moins 1 quart mu 0 J grand R carré est égal à moins 1 demi mu 0 J grand R carré log népérien de grand R plus la constante. Vérifiez que l'on trouve A de R est égal à moins 1 demi mu 0 J grand R carré, facteur de log népérien de petit r sur grand R plus 1 demi. Voici alors les expressions du potentiel vecteur pour cette distribution de courant pour R inférieur à grand R et pour R supérieur ou égal à grand R. Une remarque, je vais vous montrer comment on peut trouver l'équation différentielle sans passer par le calcul du rotationnel. On va utiliser la propriété de A qui dit que la circulation de A sur un contour fermé est égale au flux de B sur la surface S qui s'appuie sur ce contour. Pour cela, on choisit un rectangle de hauteur h et de largeur dr, infiniment petit, entre petit r et r plus dr. Parallèlement à l'axe OZ, on sait que le potentiel vecteur A est parallèle à l'axe OZ et que le champ magnétique B est perpendiculaire à ce plan parce qu'il est porté par Eθ. On va maintenant calculer la circulation de A sur ce contour C. Pour le côté en R plus dr, on a h multiplié par A de R plus dr. Pour l'autre côté en R, le A étant toujours dirigé vers le haut, il est opposé à dl. Donc on a moins h fois A de R. Sur les deux largeurs, le A est perpendiculaire à dl, donc la circulation sur ces deux petits côtés est nulle. On va mettre h en facteur et en multipliant on divise par dr. On obtient alors h fois dr fois la dérivée de A de R par rapport à R. On va maintenant calculer le flux de B à travers la surface S
qui s'appuie sur le contour C. Puisque le dr est infiniment petit, on peut considérer que sur toute cette surface, le B est le même, il est égal à B de R. On doit donc le multiplier par la surface de ce rectangle qui est égal à la longueur H multipliée par la largeur dr. On a un signe moins ici parce que d'après cette orientation, le ds dans cette intégrale va être dirigé dans le sens plus suivant. Il va être dirigé sortant. Par contre, le B est entrant. Donc, ils sont opposés, d'où le signe moins qu'on a mis ici. Et en utilisant la propriété le flux de B est égal à la circulation de A, et en simplifiant par H et dr, on retrouve alors l'équation qu'on avait trouvée à l'aide du rotationnel. D de A sur dr est égal à moins B de R. Je vous propose enfin un petit exercice, soit un champ magnétique B0 uniforme. Voici les lignes de champ de ce champ magnétique B0 uniforme. On vous demande de montrer que A de M est égal à 1 demi B0 vectoriel OM est un potentiel vecteur associé à B0. M est un point quelconque de l'espace et O est un point fixé quelconque. Je vous propose de faire cet exercice vous-même. Pour cela, prendre un repère cartésien par exemple. O est l'origine de ce repère. Pour répondre à la question, il suffit de calculer le rotationnel de A et il faut trouver que le rotationnel de A est égal à B0. OM est donc le vecteur de coordonnées x, y, z et calculer le rotationnel de 1 demi B0 vectoriel OM. Remarquez qu'on a dit un potentiel et on n'a pas dit le potentiel vecteur. Parce qu'on avait vu que le potentiel vecteur est défini à une constante près. Donc normalement, il existe plusieurs potentiels vecteurs associés à un même champ magnétique B0. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas de faire un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager. Merci de votre attention et à la prochaine.